Et dire que notre globe-trotteuse Marie-Pierre s'enlignait pour des études universitaires en mode, plan qu'elle changea sur un coup de tête pour aller en gestion et planification d'événements. Dans ce domaine, elle ira chercher beaucoup d'expérience à travailler les étés comme assistante à la coordination de mariage. Un 3 semaines en Grèce en 2014 viendra lui donner la piqûre du voyage backpack, mais aussi lui confirmer que voyager était vraiment le mode de vie auquel elle aspirait. Début 2015, alors au certificat en communication à l'UQAM, elle fonda avec 3 autres collègues le magazine Nomade pour cultiver sa passion et continuer à s'évader à travers les récits de ses collaborateurs. Après le certificat, l'école en ligne, un poste en agence de com permettant le télétravail et des contrats à la pige, elle put réaliser son objectif de passer de 2 à 3 voyages par année à un rythme de vie nomade. Aujourd'hui, Marie-Pierre développe à temps plein le magazine Nomade, entreprise de rêve qui allie toutes ses passions et lui permet de voir le monde, mais aussi son beau Québec, à travers sa caméra. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast 11 de Go Wild. Ben merci à toi, ça me fait plaisir. Donc, Marie-Pierre, juste pour mettre les gens un peu au parfum, en contexte, nous, on se connaissait déjà un peu avant parce qu'on s'était croisés en événementiel. Mais c'est ça, on n'avait jamais vraiment eu la chance de se parler puis de se rendre compte qu'on a vraiment des passions communes qui sont le voyage. Oui. Donc, je suis super contente qu'on ait pu avoir notre appel avant le podcast puis de t'avoir aujourd'hui pour parler plus en détail de ta vie qui est super palpitante, trépidante, puis qui, je sais, va inspirer d'autres voyageurs, nomades et expats. Je l'espère. Donc, j'aimerais ça, en fait, en ce moment, dans une situation un petit peu particulière, toi qui as l'habitude de voyager, de te promener, en fait, c'est ton rythme de vie, c'est ça à quoi tu aspirais de voyager à l'année longue. Donc, comment tu vis ça en ce moment, la situation actuelle, Marie-Pierre? Je suis quand même bien, je vais bien, je suis heureuse, j'ai quand même l'habitude malgré tout de travailler de la maison quand je suis ici à Montréal. Donc pour moi, le quotidien d'être chez moi dans mon bureau à la maison, c'est pas trop difficile, c'est pas trop différent de ce que je vis d'habitude. Ce que je trouve le plus difficile, évidemment, c'est d'être toujours cloîtrée entre 4 murs, puis de pas pouvoir aller explorer, puis aller concrétiser mes plans de voyage que j'avais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Oui. C'est vraiment difficile à ce niveau-là, mais ce qui me garde heureuse et satisfaite, c'est de penser que c'est juste partie remise puis que c'est juste une question de temps avant qu'on puisse retourner voyager dans le monde. Donc, ça, je garde mes rêves puis je continue à planifier mes voyages malgré tout. Puis, curiosité comme ça, c'était quoi ta prochaine destination? Présentement, au moment où on se parle, je devais être en Asie. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, je serais là. Puis ensuite, j'avais quelques plans pour cet été, entre autres de découvrir la baie James. Là, je me croise les doigts que ça va avoir lieu quand même. On va voir dans les prochaines semaines, mais j'avais plusieurs road trips au Québec là, de planifier pour les prochaines semaines. OK. Parce que c'est ça, c'est que oui, tu aimes ça voyager pendant l'année, découvrir le monde, mais aussi revenir dans ton beau Québec l'été. Oui. Pour moi, c'est une tradition. En fait, tous les étés, j'ai jamais passé un été à l'étranger. Je trouve ça important. Puis aussi, c'est que mes parents ont quand même un petit camp d'été au bord d'un lac. Donc, pour moi, c'est super plaisant d'aller passer mes étés là, faire du bateau, voir des amis. Puis, évidemment, découvrir le Québec. Là, ça a vraiment... Le Québec a une grande place dans mon cœur. Donc, c'est sûr que je garde toujours quelques mois l'été pour explorer davantage ici. OK, super. Puis, tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu me disais que oui, c'était difficile pour toi d'être cloîtrée entre 4 murs parce que tu as vraiment l'habitude, tu es une personne occupée, tu aimes ça te garder occupée, tu n'es pas occupée d'avoir autant de temps libre. Donc, comment tu trouves ça? Tu arrives à faire ta to-do list, puis après ça, tu trouves des nouvelles passions. Comment tu vis ça? Oui, c'est ça. Je passe beaucoup plus de temps que j'ai jamais eu. Pour, mettons, juste relaxer, écouter Netflix. C'est niaiseux, mais par le passé, c'est vraiment pas quelque chose que je faisais. J'avais l'impression que j'avais tellement trop de projets, puis j'avais pas le temps de juste relaxer et décompresser. Oui. Donc, ces temps-ci, je me retrouve à avoir beaucoup de temps. C'est une bonne chose. Je pense que c'est bon aussi, des fois, de s'arrêter puis de prendre le temps de relaxer. Mais je me découvre d'autres passe-temps que je ne connaissais pas. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup de documentaires, entre autres. Donc, c'est ça, je m'occupe. Ça va nourrir tes connaissances pour justement dans tes prochains trips. Puis, j'aimerais ça
qu'on revienne à ta première expérience de voyageuse solo. OK? J'aimerais ça que tu nous parles un peu, c'était où, puis ça a été quoi un petit peu ta réalisation à ce moment-là? Juste nous situer dans le temps d'abord, puis nous dire, bon, c'est ça, c'était où? Oui, donc mon premier voyage solo, c'était en 2017. J'étais vraiment tannée, dans le fond, d'attendre toujours mon prochain voyage, d'attendre quelqu'un avec qui partir, puis j'osais pas encore partir seule. Puis, je pense que début 2017, là, à l'hiver, j'ai vraiment eu un déclic. J'ai fait comme, OK, je suis plus capable, je m'en vais, peu importe. Je me suis acheté un billet d'avion pour l'Asie pour 2 mois. J'ai quand même pris un aller-retour, question d'être safe, mais c'était un 2 mois. Donc, c'est mon premier voyage là, vraiment plus long terme. Okay. Puis c'est ça, je suis partie en Indonésie, plus spécifiquement. J'ai voyagé à travers les îles en Indonésie. Puis ça a été non seulement le plus beau voyage de ma vie, mais aussi le déclic. Comme tu dis, à partir de ce moment-là, ben c'était comme, OK, j'ai plus besoin d'attendre après personne, je suis capable de voyager toute seule, je suis capable de concrétiser mes rêves sans l'aide de personne. Donc là, c'est comme si je venais de découvrir un nouveau monde, puis qu'il n'y a plus personne, puis il n'y a plus rien qui allait m'arrêter. Donc, ça a été vraiment un voyage extraordinaire. Puis, t'es quel genre de voyageuse, toi, Marie-Pierre, mettons? T'es-tu super intrépide, un petit peu, sous toute réserve, tu calcules le risque? T'es comment? Non, intrépide, certainement. Je suis plus téméraire, plus aventureuse. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, en fait. Donc, à part les insectes, ironiquement. Les deux! Mais j'ai pas peur de l'aventure, puis j'ai pas peur de l'inconnu. Donc, ouais, définitivement plus intrépide. Plus intrépide. Fait que toi, c'est ça, de prendre... Parle-nous donc d'une expérience peut-être que tu as eue où justement ton petit côté intrépide a fait comme « Ah, j'aurais peut-être pas dû finalement ». Je pense que tu as plusieurs petites anecdotes, là, conte-nous-en une. Ouais. Oui, j'ai plusieurs anecdotes, j'ai plusieurs moments où j'ai peut-être fait comme « OK, j'aurais pas dû faire ça ». Je me souviens une courte anecdote, là, entre autres. Quand j'étais à Bali, il y avait un bar pas trop loin de mon hostel où est-ce que je résidais. Okay. Puis le soir, tout le monde se rejoignait là. Évidemment, pour ceux qui connaissent Bali, ils vont reconnaître, c'est le Old Man. C'est un bar très populaire. Et puis, j'avais pas vraiment... Mes amis, dans le fond, étaient à une autre auberge de jeunesse et non à la même que moi. OK. Qui faisait que le soir, je rentrais toute seule. Je marchais toute seule, ce qui n'est jamais recommandé, évidemment, en tant que femme. Mais Bali, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je me demandais si Bali, c'était considéré comme quand même une destination parce que je suis jamais allée. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que, règle générale, c'est quand même assez sécuritaire pour les voyageurs? C'est quoi le degré? Non, c'est sécuritaire. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai toujours trouvé que j'étais en sécurité. Je me suis jamais sentie en danger. Okay. Mais c'est sûr qu'une femme qui se promène seule le soir, c'est jamais une bonne idée. C'est pas nécessairement les locaux qui vont être dangereux, c'est le fait que les gens sortent du bar, sont sous, ils conduisent en scooter. Puis des fois, c'est même les touristes qui deviennent plus agressifs et qui peuvent attaquer les gens, dans le fond. Okay. Donc, c'est pas nécessairement les locaux plus qu'ailleurs, là. Mais je me souviens que, c'est ça, je prenais toujours la même petite ruelle qui était comme un shortcut pour me rendre à l'auberge jeunesse. Qui était vraiment pas une bonne idée parce qu'il y avait aucune activité sur cette ruelle-là. C'était très sombre. Il y avait personne. Donc, j'étais vraiment toute seule le soir à marcher là. Mais c'était pour moi, tu sais, c'était moins long comme ça. Fait que je me disais, bon, j'ai le choix de prendre le chemin plus long, qui prend plus de temps, que je marche toute seule plus longtemps, ou prendre le chemin plus court, mais plus dangereux. OK. Ni un ni l'autre est idéal. Mais je prenais le chemin plus court, évidemment. Et puis, c'est ça, je l'ai fait pendant comme une semaine, disons. Puis, éventuellement, il y a une de mes amies du Québec qui est venue me rejoindre à Bali. On a passé quelques jours ensemble. Puis, un soir, j'ai dit « Ah, tu veux-tu qu'on aille au Old Man? Tu sais, je connais un shortcut, on peut passer par là pour revenir à l'auberge jeunesse après. » Là, le soir vient et on marche dans le shortcut. Puis, elle dit « Marie, est-ce que tu sais que c'est ici qu'il y a quelques semaines, il y a 2 filles qui se sont faites violer et laisser sur la rue, complètement en mauvais état. Puis ces filles-là étaient, je pense, dans le coma là, au moment où on se parlait. Oh mon Dieu! 2 touristes, vraiment dans le quartier où moi, je marchais tous les soirs toute seule. Puis là, elle a sorti son couteau de sa poche, mon amie, là. Puis elle a dit, là, je vais avoir mon couteau prêt, là, je suis prête. Oh mon Dieu! Tu dis que ça te fait tourbillonner les idées? Ouais.
Ben oui, c'est parce que là, moi, je me rends compte que je marchais là, j'avais pas de couteau, j'étais vraiment sans défense. Puis là, on est deux, puis elle sort son couteau, puis elle me raconte ça. J'ai fait comme, OK. Peut-être que, tu sais, de se sentir en sécurité, c'est une chose, mais faut quand même prendre des précautions supplémentaires, là. S'informer, puis surtout s'assurer des fois peut-être avec une ou deux personnes sexe opposé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de voyager toute seule, mais encore plus en tant que femme, il y a des risques des fois qu'il faut juste calculer un petit peu plus. Mais écoute, une aventure parmi d'autres, mais ça quand même, somme toute, je pense que ça t'a permis, justement, cette témérité-là t'a permis de vivre des aventures vraiment superbes, de rencontrer plein d'autres voyageurs, mais n'empêche qu'il faut quand même calculer un petit peu plus le risque des fois. Ouais. Oui! Hey, mais là, il faut que tu nous parles, parce que, voyons, j'allais dire toi, ben c'est ça, toi et Jess, vous avez cofondé le magazine Nomade, mais aussi une super belle communauté de voyageurs, de contributeurs. Dans le fond, c'est quoi un petit peu le but de Nomade? Puis quand est-ce que ça a commencé, cette belle épopée-là pour vous? Ça a commencé en 2015, donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Puis, ça a commencé à l'époque, moi, j'étais encore à l'université. Donc, l'objectif, en fait, je ne pouvais pas voyager autant que je voulais. Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer une communauté pour partager nos passions, puis continuer, moi et quelques autres amis, à voyager de chez nous à travers les récits des autres, à travers les récits de notre communauté. Parce que moi, ça me rendait vraiment malheureuse de ne pas pouvoir voyager autant que je voulais quand j'étais à l'école. J'en ai beaucoup souffert. Donc, c'est vraiment une façon de rêver puis de m'évader à travers mon ordinateur. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, je pense qu'aujourd'hui, la mission reste la même, sauf qu'on a un volet très informatif, là. On recherche beaucoup à partager de l'information pour les voyageurs, puis pour que ça devienne vraiment une ressource là, quand les gens ont envie de planifier un voyage ou une aventure. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça porte non seulement sur les voyages, mais aussi beaucoup le plein air, chose qui te passionne aussi, que tu fais, comme tu disais, ici au Québec. Même chose pour Jess, elle quitte Curaçao pour venir te rejoindre, Curaçao, pour venir te rejoindre l'été pour vivre aussi les expériences avec Nomade. Donc, on voit vraiment des belles valeurs que vous avez qui transcendent dans votre entreprise, puis je trouve ça vraiment magnifique. Puis, je me demandais justement, tu sais, ça va faire plusieurs années déjà que vous le développez, que ça grandit, tout ça. Est-ce que vous avez eu des périodes challengeantes, tu sais, ou qu'on pourrait partager, ou qui vous ont permis d'apprendre énormément? Ça a été quoi des petits ou grands challenges que vous avez eus? Je pense que notre plus gros challenge à moi et Jess, ça a vraiment été de bâtir une entreprise de A à Z. Parce qu'au début, Nomade, c'est un projet, c'est un passe-temps, mais plus ça a grandi, plus c'est devenu une réelle business. Puis, c'est devenu ça malgré nous, un peu. Dans le fond, c'était pas ça l'objectif au départ. C'est juste que plus ça grandit, plus tu as de choses à gérer, plus tu as, soudainement, tu as de la comptabilité à faire. Soudainement, tu as des employés, tu as des gens qui comptent sur toi puis qui attendent leur paye. Oui. Donc, c'est vraiment tout ça qui a fait en sorte qu'on a dû apprendre à gérer une business. Puis ça a été notre plus gros défi parce que ni moi ni Jessica, on avait un background dans le domaine. On a étudié toutes les deux en communication, moi en événementiel aussi. Donc, on n'avait pas vraiment d'expérience en entreprise ou même juste en marketing, comptabilité, tout ça. Donc, c'est ça. Ça a été beaucoup d'heures de recherche, de persévérance, d'appels avec Revenu Québec, des heures sur la ligne, à poser toutes nos questions. Puis encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, on apprend à chaque jour, vraiment. Parce que vous êtes quand même encore, vous êtes 3, c'est ça? Il y a Greg qui vous a jamais quitté, qui a toujours été là dans l'équipe depuis le temps où tu as commencé ça à l'école. Oui. Qui lui est le gars un petit peu plus web. Lui, c'est site web. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Greg? Greg, dans le fond, c'est lui qui a bâti la plateforme au complet, la plateforme web. Donc, je dirais que c'est à la base notre conseiller web. C'est lui qui fait le maintien de la plateforme, qui fait les mises à jour. Donc, nous, ça nous évite d'avoir à aller sous-traiter à quelqu'un d'autre parce qu'évidemment, on n'a pas de connaissances dans le coding et tout ça. Donc, on est très chanceux de l'avoir. Puis, Greg a aussi agi comme un mentor pour nous parce que lui, il avait de l'expérience en entrepreneuriat. Lui, il avait déjà une entreprise qui roulait depuis plusieurs années puis qui allait très bien. Donc, c'est sûr qu'on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir lui pour nous conseiller, nous aider. Il faisait partie de l'équipe, donc il y avait le succès de Nomade à cœur. Donc, ça, c'était vraiment... on est très, très reconnaissante de l'avoir eu dans l'équipe.
Mais Greg, il est là plus comme en background, je dirais. Il est là pour nous soutenir, mais il ne fait pas partie des activités au quotidien. Donc, c'est sûr que moi et Jess, à plusieurs reprises, on s'est débrouillés par nous-mêmes, puis on ne l'appelait pas tout le temps. Oui. Mais oui, on est très chanceuse de l'avoir. Oui, puis c'est ça, puis c'est important justement d'avoir ces types de mentors-là qui sont là pour nous, puis surtout, on déléguait des tâches qui nous, ça nous en faisait sûrement déjà beaucoup dans votre assiette, justement, quand il y a eu cet agrandissement, quand votre entreprise elle a vraiment pris de l'expansion, à un moment donné, il faut déléguer, pas le choix. Mais écoute, j'aimerais ça qu'on en parle justement parce que, bon, quand tu étais à l'université, tout ça, tu as tranquillement réalisé que tu as tranquillement placé tes pions pour être capable de voyager à temps plein, OK? Parce que c'était ça à quoi tu aspirais. Puis, j'aimerais ça savoir un petit peu plus en détail comment tu y es arrivé avec du travail à distance, tout ça. Ça a été quoi un petit peu le cheminement pour toi pour arriver à voyager à temps plein? OK. Je pense que ça a été quand même un long cheminement, mais ça a commencé dans un domaine que tu connais très bien. Donc, l'événementiel. Ouais. L'événementiel, c'est vraiment une excellente façon d'avoir une flexibilité d'horaire. C'est incroyable. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine, nous, on agit en tant qu'ambassadrice de marque. On le fait encore aujourd'hui. Moi, je fais encore des contrats, puis c'est comme ça que j'ai rencontré Maude. Puis, c'est toi qui choisis les contrats que tu prends, les horaires que tu acceptes. Donc, ça faisait en sorte, moi, à l'époque, que je pouvais voyager quand je le voulais à travers cet emploi-là. Au niveau scolaire, là, par contre, c'est vraiment l'école qui m'empêchait d'avoir une flexibilité totale. Parce que, disons, durant l'été, là, je travaillais en événementiel, donc il n'y avait pas de problème. Mais durant la saison scolaire, j'étais à l'école. Mais ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que la première année que j'étais à l'UQAM, j'ai fait mes cours comme à l'habitude. Puis, je me suis rendu compte que je voulais vraiment plus faire ça, aller à l'école tous les jours. Je trouvais ça trop contraignant. Donc, l'année suivante, je me suis inscrite à l'université à distance, à la TELUC. Puis, j'ai continué mes études quand même, mais vraiment à temps partiel et à distance. Ce qui me permettait, là, entre l'événementiel et le fait de travailler, d'étudier à distance, je pouvais voyager. Fait que, tu sais, je complétais mes cours dans le bus au Portugal. C'était vraiment spécial, mais c'était le fun quand j'y repense. Puis après ça, aussi à travers tout ça, j'ai eu la chance d'avoir un emploi dans une agence de marketing qui m'a pris sous son aile, malgré que j'avais pas encore complété mes études. Puis, j'ai été à temps partiel avec eux, mais ça a été vraiment une grande école pour moi. Puis c'est là que j'ai appris la gestion de communauté, la gestion de réseaux sociaux, qui sont vraiment des skills importants à avoir quand on veut être un nomade digital. Donc, ça, c'était un autre pion pour moi. Puis, cette agence-là, eux, ils fonctionnaient beaucoup en télétravail. Donc, ça leur posait pas de problème que je travaille de la maison, que je rentre au bureau seulement une fois semaine, que je travaille de soir. Qui était très, très flexible. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de trouver cet emploi-là. Puis aussi, maintenant, aujourd'hui, là, je sais qu'il y a des employés qui sont complètement à l'étranger, là, ailleurs dans le monde, qui travaillent encore pour cette agence-là. Donc, ça a été très, très, très plaisant, en fait, de travailler avec eux. Fait que ça, c'était comme une autre étape dans mon cheminement. Puis, là, éventuellement, j'ai laissé la TELUC, l'université à distance, pour vraiment juste me concentrer sur Nomade qui commençait à ce moment-là à prendre de l'ampleur. Puis, c'est pas mal ça. C'est comment, justement, de voyager tout en travaillant? Parce que, tu sais, c'est quand même une dynamique spéciale où que j'imagine que tu dois favoriser un petit peu plus le slow travel, rester un petit peu plus longtemps à un endroit pour te permettre d'écrire ou de gérer, avoir une bonne connexion Internet. Fait que ça a l'air de quoi un petit peu ta vie quand tu dois te planifier pour être capable de travailler. Donc, pardon, pas ta vie, mais ton voyage quand tu dois en plus le travailler. Comment est-ce que tu gères ça? Je pense qu'il y a différents facteurs qui m'aident un peu dans cette situation-là. D'abord, le fait d'avoir une partenaire, de ne pas être toute seule dans mon projet. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment une chance parce que quand je pars en voyage, disons, si je pars plus sur le long terme, mais là, c'est une autre réalité. Mais quand je pars à court terme, un week-end ou une semaine, faire du plein air ou peu importe, là, j'ai pas à trop me soucier de ma connexion Internet parce que je sais que Jessica est là pour me backer et vice-versa.
Donc, pareil, quand elle va sur une aventure un peu plus hors des sentiers battus. Mm-hmm. Fait qu'à ce niveau-là, pour la connexion Internet, à court terme, c'est vraiment super. Mm-hmm. Puis, quand que je pars à plus long terme, ben à ce moment-là, c'est que je vais souvent rusher avant de partir pour tout programmer le contenu, tout planifier. Je vais faire des journées complètes, des nuits, des nuits sans dormir s'il le faut. Mais je vais vraiment comme prendre de l'avance dans mon travail, ce qui fait que quand je suis en voyage, ben je peux un peu plus ralentir. Mm-hmm. Mais c'est sûr quotidiennement, je dois me connecter tous les jours quand je suis en voyage. Puis c'est sûr que ça va toujours faire partie de ma vie. Je vais jamais, premièrement, être une voyageuse minimaliste parce que moi, je voyage avec mon ordinateur, mes disques durs, ma caméra, ma GoPro, toute la patente. Donc, ça, ben, j'ai un peu dit adieu au mode de vie backpacker simpliste. Mm-hmm. Puis, ben, c'est sûr aussi que c'est essentiel pour moi d'avoir une bonne connexion Internet. Mm-hmm. Si je suis en voyage, dans le fond, ou quelque part pour plus que quelques jours. Là. Mm-hmm. Donc, je choisis mes destinations en conséquence ou sinon, je m'achète une carte SIM. Puis, au quotidien, de quoi ça a l'air? Ben, c'est souvent le matin et le soir que je vais travailler sur Nomade. Puis, dans le jour, je vais explorer. Mm-hmm. Puis, quand, tu sais, mettons, une fois par semaine, quand je trouve que là, ben, j'ai plus de projets sur lesquels travailler ou que je dois prendre de l'avance, je vais vraiment prendre une journée complète à l'auberge de jeunesse pour travailler. Mais c'est toujours plaisant quand même. T'sais, on travaille sur le bord de la plage, sur le bord de la piscine. Mais c'est ça, des fois, c'est trop plaisant. Ça devient difficile. Parce que moi, je le sais, en voyage, tu as tellement de tentations. C'est facile, à un moment donné, tu te fais inviter. Tout est à découvrir, tes sens sont à on. Donc, d'avoir cette discipline-là, de vraiment rester focus, de stick to your schedule, puis to get things done, tu sais. Ouais, je pense que ça prend énormément de discipline, comme tu le dis. Puis je pense qu'on a beaucoup de discipline, mais la discipline, selon moi, vient avec le fait d'être tellement passionné et investi dans ce que tu fais. Tu peux pas être voyageur, nomade digital, mais pas aimer ce que tu fais. Ça fonctionnera pas parce que, comme tu dis, il y a tellement de distractions. Puis des fois, tu sais, on rush là, parce que l'Internet est pas assez vite, il y a des gens tout autour, pas capables d'avoir du silence. Fait que je pense que c'est important d'être vraiment investi dans ce que tu fais puis d'aimer ça à fond. Moi, ça me dérange pas personnellement de regarder les autres aller avoir du fun. Tu sais, j'étais en Asie récemment, ben, avant de devoir revenir à cause de la pandémie. Puis il y a un soir, toute ma gang de l'auberge jeunesse avec qui je passais toutes mes journées, ils ont décidé de sortir. Mais moi, ce soir-là, il fallait que je réponde à des courriels, puis il fallait que je travaille sur Nomade. Puis c'est plus difficile pour moi, on dirait, de faire comme « Ah non, ce soir, il faut que je travaille ». C'est tellement devenu une habitude, c'est juste normal. Ça va toujours être ma réalité. Puis, je pense que ce qui fait aussi que c'est plus facile, c'est que j'ai toujours en tête, je me rappelle que moi, ben, je peux voyager quand je veux, n'importe quand, je peux partir à tout moment. Alors que les gens qui, eux, ressentent le besoin de sortir à tous les soirs dans les bars, ben, c'est des gens qui peut-être ont juste 2 semaines de vacances puis ils veulent en profiter à fond. Mais moi, c'est pas ma réalité. Donc, je peux me permettre justement de ne pas sortir un soir puis de devoir travailler. Puis, comme tu l'as dit aussi, ben, c'est sûr que ça fait de nous des slow travelers. On voyage très lentement, puis je passe beaucoup de temps dans un même endroit. Là. Mm-hmm. Non, c'est fou. J'ai vraiment eu un aha moment quand tu sais, de remettre les choses en perspective. Puis c'est vrai de se dire, moi, c'est le mode de vie à quel j'aspire, c'est le mode de vie que j'ai. Donc, d'être en gratitude puis de dire, regarde, j'ai pas à maximiser mes journées de découverte. Tu sais, pourquoi pas l'étendre sur plus de jours ou y retourner parce que tu auras peut-être cette opportunité. Mais 100%, je pense que ça va être le quotable moment. Mais j'aimerais ça maintenant parler un petit peu plus de nomade en tant que tel. Je sais que la dernière fois qu'on a discuté, on parlait un petit peu de vision, on parlait de mission, l'importance dès le départ d'être clair par rapport à ça, puis de la garder quand même assez intacte à travers les années, parce qu'on se bâtit une belle communauté autour de ça. Ça a été quoi un petit peu votre méthode, vous autres, pour garder cette niche-là? Trouver votre niche, puis la garder intacte, puis c'est ça, de continuer à construire autour de ça. Ben, tout d'abord, on a tout de suite, dès le départ, établi une mission pour Nomade. Malgré qu'au début, c'était juste un projet puis un passe-temps, on était quand même une équipe. On était plusieurs dans ce projet-là. Au tout début, là, on était 4. OK. Donc, avec 4 personnes, 4 têtes fortes
qui avaient tous leurs mots à dire, on n'a pas eu le choix de vraiment établir exactement qu'est-ce qu'on voulait avec Nomade. Puis peut-être que ça nous a aidés parce que c'est la première chose qu'on a fait, c'est OK, Nomade, ça va être ça va parler de ça va s'adresser à eux. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas pu ensuite détourner de cette ligne directrice-là. Puis je pense que c'est important, puis on l'a toujours maintenu. Puis moi, c'est un peu mon rôle dans l'équipe, c'est de maintenir cette ligne directrice-là qui est notre ligne éditoriale, en fait. Je m'assure auprès de nos contributeurs, auprès de nos sous-traitants, auprès de tout le monde, dans le fond, qu'on garde toujours cette direction-là. Puis, c'est ça, je pense que c'est important. Mm-hmm. Ça fait aussi en sorte que, tu sais, dans un monde, à l'époque, il y a 5 ans, c'était un peu moins populaire, les blogs de voyage. Oui. Il y en avait un peu moins. Mais aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, tellement de blogs. Je pense que c'est important que chacun ait un peu sa niche. Sinon, ça fait juste comme un surplus d'informations puis un surplus d'articles de toutes sortes. Mais je trouve qu'au Québec, on est très bien à ce niveau-là. Tous les blogs de voyage sont vraiment plus nichés. Puis on a chacun notre public, on a chacun notre style, ce qui fait qu'on se pile pas sur les pieds, puis on est tous une belle communauté là, qui s'entraide. On voit beaucoup, exactement ce que j'allais dire, on voit beaucoup d'entraide. Quand un pose quelque chose, les autres vont l'appuyer, etc. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Puis j'aimerais ça parler un petit peu plus de reach organique, parce que les plateformes ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des followers. Puis de toute façon, l'emphase n'est plus tant sur les followers. Donc, comment est-ce que vous y prenez, vous, pour justement agrandir votre communauté et la fidéliser? Comme tu l'as dit, dans le fond, au début, nous, c'était beaucoup les réseaux sociaux. C'est à travers ça qu'on a parti la communauté. Puis, c'est comme ça qu'on l'a fait grandir. C'est vraiment, vraiment à travers Facebook, principalement. Mais après, une fois qu'on avait une certaine audience, que là, les algorithmes, avec les années, ont beaucoup changé, on peut plus trop se fier sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile de nos jours d'aller chercher des nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux que ce l'était il y a 5 ans. Donc, aujourd'hui, pour s'assurer d'avoir une audience fidèle qui est à nous, en quelque sorte, parce que quand on a une audience sur Facebook, sur Instagram, c'est comme on emprunte une plateforme. Oui. Puis ça vient avec des risques, parce que si du jour au lendemain, Facebook ou Instagram ne survit pas, notre audience non plus. Puis sans notre audience, on n'est rien. C'est notre communauté qui fait notre succès. Donc, c'est vraiment important justement d'avoir une audience ailleurs qui est fidélisée à travers soit une infolettre ou le SEO, qui est l'optimisation pour les moteurs de recherche, dans le fond. Ce qui fait en sorte que nos articles ne seront pas seulement lus parce qu'on les partage sur Facebook, mais ils vont également être lus par des gens qui les trouvent sur Google ou autres moteurs de recherche. Et à travers notre infolettre, à travers d'autres réseaux aussi, comme Pinterest, qui devient de plus en plus populaire pour aller chercher une nouvelle audience. Donc, c'est vraiment ces stratégies-là là, sur lesquelles on travaille. C'est vrai, Pinterest est un petit peu sous-estimé dans le sens où on l'utilise tous les jours, on va tout le temps voir une belle image, on s'inspire, mais peu de gens vont vraiment se créer des comptes et être actifs sur Pinterest. Je parle de monsieur, madame, tout le monde, ou quelqu'un qui se crée une nouvelle business. Ils vont vraiment souvent aller sur Facebook et sur Instagram, maintenant TikTok, mais Pinterest, c'est quand même une des plateformes les plus utilisées, là. Donc, ne pas sous-estimer. Puis, comment est-ce que vous arrivez justement à créer ce beau lien-là avec vos followers? Je pense que tu disais que vous organisez des concours, vous les faites participer aussi beaucoup. Oui, ça a toujours été important pour nous de redonner beaucoup à notre communauté puis de leur faire savoir à quel point on est reconnaissante qu'ils fassent partie de la grande famille nomade, comme on aime l'appeler. Aussi, on fait beaucoup d'événements, au moins un à chaque année, si pas 2. Donc, ça nous permet aussi de rencontrer les gens en personne, ce qui fait qu'on développe un peu plus des liens qu'à travers nos ordinateurs. Mais à la base, je pense que le monde du voyage, c'est tellement un monde agréable. Les gens sont sympathiques, les gens sont passionnés, puis on est tous des amis un peu. Surtout au Québec, je trouve qu'on a vraiment, vraiment une belle communauté de voyageurs. Tout le monde se connaît, puis tout le monde, on est tous liés d'amitié. Donc, c'est pas difficile, je pense, d'établir une connexion avec ta communauté quand tu évolues dans ce domaine-là. Mais oui, il y a quelques trucs qu'on fait pour améliorer ça. Oui, puis je pense que aussi votre système, le fait de faire affaire avec des contributeurs, le fait que les contributeurs se sentent impliqués à même votre plateforme puis qu'ils aient envie de partager, c'est aussi un beau modèle d'affaires dans un sens. Oui, définitivement.
Puis nos contributeurs, mais en fait, c'est eux qui écrivent sur la plateforme parce que moi et Jessica, on est de plus en plus gestionnaires et de moins en moins rédactrices. Donc, on écrit de temps en temps, mais c'est surtout notre équipe de contributeurs. Sans eux, il n'y aurait pas de nouveaux articles. Donc, c'est sûr qu'ils sont vraiment impliqués puis ils font partie de l'équipe au même titre que nous. Puis, c'est vraiment une communauté, là, comme ça. Oui. Super intéressant. Puis j'aimerais ça, en fait, tranquillement migrer vers une section un petit peu plus, quasiment comme quiz, mais genre question thématique nomade. C'est exactement les thématiques que tu as sur ton site web de nomade. Puis, je sais que le fait que tu as énormément voyagé à même le Canada, à même le Québec, ça va inspirer beaucoup de gens en termes de destination, mais aussi de trucs. Donc, première question, je veux savoir, c'est quoi ton ou tes coups de cœur région Canada? OK. Au Canada, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'Ouest canadien. Je pense comme tout le monde qui y met les pieds. J'ai pas beaucoup exploré. J'ai seulement vu, dans le fond, entre Vancouver et Whistler. OK. Mais on a fait un road trip avec une gang de créateurs de contenu, dans le fond. C'était super trippant. J'ai adoré. C'est magnifique, l'Ouest canadien. C'est vraiment hors de ce monde. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé... là, si on se tourne vers le Québec, parce que le Québec, ça demeure mon petit coin de paradis. J'ai adoré les îles de la Madeleine. Vraiment l'impression d'être ailleurs. C'est incroyable qu'on a ça ici au Québec. Puis, j'ai beaucoup aimé aussi l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord. Tout ce qui est nordique, on dirait, là, ça a quelque chose de différent. C'est du bon monde. Ouais. Oui, 100%. Vraiment. Moi, tu vois, c'est exactement ces deux destinations-là parce que c'est rendu, dans chaque entrevue, je demande un petit peu c'est quoi les coups de cœur. Puis, Île-de-la-Madeleine, Abitibi, ça ressort. Ah ouais? Fait que je pense que c'est clair et net. Je me fais un voyage avec mon frère, on s'en va aux îles, puis il le faut. Puis une expérience marquante que tu as eue, aventure, plein air, quelque chose qu'on pourrait décrire d'un peu plus wild, ça serait quoi? Entre autres, dans l'Ouest canadien, j'ai fait du off-roading. C'est un peu une façon différente de découvrir ces paysages-là, des montagnes rocheuses. On était, dans le fond, dans des trucks, dans des véhicules 4x4. Okay. Puis on se promenait là, vraiment sur les petits chemins de terre, puis on a vraiment sorti des sentiers battus. Ça nous a permis de découvrir des endroits que peut-être personne d'autre voit ou personne d'autre va. Donc ça, c'était vraiment trippant. On a aussi eu des petits cours pour apprendre à conduire en off-road, dans le fond, avec les camions. Apprendre à passer au travers d'un lac, ou pas un lac profond, mais une étendue d'eau. Et puis, vraiment conduire sur la grosse roche là, dans des sentiers avec des racines. Fait que ça, c'était super le fun. C'était vraiment différent de ce que j'ai vécu auparavant. Puis, sinon, nager avec les requins-baleines, ça, c'est une expérience marquante. T'as fait ça où? Au Mexique. OK. Au Mexique, j'ai vraiment aimé ça parce que pour moi, c'était une grosse peur. Ouais. J'ai pas peur de grand-chose. Comme je te disais, là, je suis assez aventurière. J'embarque dans à peu près tout. Mais quand ça vient aux animaux puis aux insectes, mais surtout des gros animaux comme celui-là, là, les requins-baleines, on parle d'une énorme bête. Oui. De nager à côté de ça, là, ça me faisait extrêmement peur. Puis j'ai décidé de le faire. En plus, j'étais en solo. Là, je voyageais toute seule. Fait que t'as pas comme le sport d'une amie qui te tient la main ou... Mais... je pense que c'est pour ça aussi que c'est très marquant. C'est parce que non seulement j'ai vécu une expérience incroyable, là, ça va toujours me rester en mémoire, mais en plus, j'ai combattu une peur. Fait que c'était comme un two-in-one. Est-ce que tu serais prête à nager avec des requins blancs ou le requin c'était comme ta limite? J'ai nagé quand même avec différents types de requins, là. Jamais des requins dangereux, des requins-baleines, des requins-marteaux, je crois, ou des requins... Voyons, c'était quoi le terme? Je pourrais pas me souvenir, mais c'était jamais des requins très dangereux. Okay. Mais des requins blancs, je pense que c'est une autre étape. C'est pas, c'est pas quelque chose que je ferais à faire demain matin. Mais du moins, en cage, oui. Oui. Mais pas en liberté. Là. Je pense que ça s'apprivoise.
Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je pense que c'est ma plus grosse peur. J'ai une peur bleue. J'ai écouté tous les films de jazz quand j'étais jeune, puis on dirait que ça m'est resté marqué. À chaque fois que je suis dans la mer, il faut que de un, elle soit cristalline, il faut que je vois le fond, mais aussi, il faut pas qu'il y ait de bestioles parce que, je te jure, je vais être la première à sortir de la mer. Mais c'est vrai, de combattre ces peurs, je l'ai dans ma bucket list. Il faut, parce que je sais que c'est à quel point ça doit être un sentiment là incroyable de dire de cocher quelque chose d'autre dans ta liste de te sentir un petit peu plus affranchi de tes peurs. Ouais. Puis, j'aimerais ça, dans le fond, aller vers les réflexions parce que, bon, tu as eu énormément d'expériences de voyage. J'aimerais ça que tu nous partages un petit peu tes prises de conscience. Donc, ça peut être un de tes voyages que tu as fait ou ça peut être en général. Y a-t-il quelque chose que ça t'a marqué, là, le voyage? Définitivement. Je pense que la plus grosse leçon que j'ai apprise en voyageant, c'est le fait que voyager, c'est plus un état d'esprit que une action en tant que telle. C'est pas le fait de parcourir une distance qui fait que tu voyages, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel tu es, qui est ouvert à la découverte, ouvert aux rencontres, qui est vraiment curieux dans le fond, puis qui apprécie la beauté des choses, même à travers la laideur. Tu sais, j'ai quand même voyagé en Inde, où est-ce que c'est sale, ça pue, c'est chaotique, mais d'être capable de voir la beauté à travers tout ça, c'est quelque chose qui vient vraiment en voyageant, je crois, puis qui est vraiment réellement l'état d'esprit d'un voyageur. Puis des fois, c'est difficile d'avoir cet état d'esprit-là à la maison. Donc, c'est ce qui fait qu'on recherche toujours à repartir en voyage, puis aller toujours plus loin, puis être de plus en plus dépaysé. Mais moi, j'ai justement appris à me sentir en voyage, même au Québec, à voyager à travers ma ville, voyager à travers les régions du Québec, puis ça me fait autant triper que de voyager en Asie ou ailleurs dans le monde. Fait que ça, c'est ma plus belle leçon qui a vraiment changé ma vie, parce qu'à partir de ce moment-là, ben, on devient tellement plus heureux au quotidien parce que tout nous fait réagir, on est curieux devant tout. Puis sinon, je pense vraiment la gratitude, là. C'est le voyage qui a fait entrer la gratitude dans ma vie. Je suis une personne extrêmement, extrêmement reconnaissante. Je me considère tellement chanceuse et pourtant, voyager, c'est un choix aussi, pas juste de la chance. Mais outre ça, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce que je vis. Puis ça, c'est grâce au voyage, parce que c'est en vivant toutes sortes d'expériences qu'on réalise notre chance. Donc, c'est vraiment mes deux plus grosses leçons. Là. Bien, je pense que c'en est des très belles. Puis, Ouais. tu sais, justement, avec ton expérience de voyage, quelqu'un qui part solo, ça serait quoi un petit peu quelque chose que toi, tu fais qu'eux pourraient calquer, quelque chose qui te sert bien? Trucs et astuces, trucs, conseils pour voyageurs solo. Je ne sais pas si c'était cette thématique-là où tu voulais aller pour des trucs et conseils, mais comme tu as eu pas mal d'expérience. Ben pourquoi pas? Je pense que en tant que voyageur solo, en tant que voyageur solo, notre intention, c'est toujours de rencontrer des gens, parce que je pense que personne ne veut réellement voyager seul, à moins de vraiment t'en aller en Antarctique, là, ou hors des sentiers battus complètement. Mais la plupart des voyageurs solo, on cherche à rencontrer des gens. Je pense que mon meilleur conseil à ce niveau-là, c'est vraiment d'aller en auberge jeunesse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent de plus en plus vers les Airbnb puis vers d'autres types d'hébergements. Mais moi, en tant que voyageuse qui s'aventure 90% du temps en solo, je me verrais pas aller ailleurs que dans une auberge jeunesse. C'est incroyable les rencontres qu'on y fait. J'ai jamais été toute seule. On passe de des inconnus à des grands amis. Puis aujourd'hui, j'ai encore contact avec ces gens-là que j'ai rencontrés un peu partout à travers le monde. Fait que ça, c'est mon conseil principal, évidemment. Puis, à travers tout ça, ben, dormir en dortoir aussi. Oui! Étape de plus! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme peur de dormir en dortoir, là, à part les voyageurs expérimentés. Mais franchement, moi, je le conseille à tous. Je dors super bien, il n'y a personne qui me dérange. C'est peut-être pas pour tout le monde non plus, mais tout le positif qu'on ressort de cette expérience-là, les rencontres, les échanges avec les autres voyageurs, autant jeunes que moins jeunes. J'ai déjà rencontré des gens super âgés dans des auberges jeunesse, puis on a eu un plaisir fou là, à parler de tout et de rien. Donc, c'est ça.
mes petits conseils, de s'ouvrir aux autres, puis de ne pas avoir peur de faire la discussion. Puis de laisser peut-être tomber un petit peu notre mini-confort pour oser partager un espace. Parce que c'est ça, quand l'espace entre les voyageurs se rétrécit, c'est là où que la conversation est plus facile, puis qu'on peut vraiment avoir se lier d'amitié plus facilement. Puis non, je suis 100% d'accord. Puis c'est drôle ce que tu viens de dire. C'est ma réalisation d'il y a 2 ans. Puis maintenant, je peux pas me passer des auberges de jeunesse de 1 puis de dormir en dortoir. Parce que c'est moins cher. Hein? Quand tu voyages plus longtemps, c'est moins cher. Mais aussi, c'est vrai, t'as comme on dirait qu'il n'y a plus vraiment de mur. Toute occasion est bonne pour commencer une conversation. « Ah, est-ce que c'est-tu ta serviette? Ah, OK, oui, OK. Ah, tu viens de où? » Fait qu'en tout cas, c'est vraiment facile de connecter. Fait qu'écoute, j'aimerais ça nous laisser sur la première chose que tu vas faire, toi, quand la pandémie va être contrôlée, quand le voyage va être permis. C'est où qu'on va te retrouver? Je pense que la première étape, ça va être de voyager ici au Québec parce que ça peut prendre plus de temps avant qu'on sorte du pays. Donc, comme tout le monde, je pense que je me dirige un peu vers le voyage local. Mais de toute façon, moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire tous les étés. Donc, je suis bien heureuse d'être ici cet été puis de pouvoir en profiter, idéalement. On se croise les doigts. C'est ça. Donc, voyager un peu à travers le Québec, découvrir des nouvelles régions. Il y a quand même beaucoup de régions que j'ai pas encore eu la chance de visiter, comme la tienne, le Saguenay. Oui. Charlevoix, puis comme je disais un peu plus tôt, la baie James, que j'ai vraiment, vraiment envie de voir cet été. Donc, ça serait les premières régions. Puis, ensuite, je veux vraiment retourner en Asie. Oui. Aller finir cette histoire qui a dû s'interrompre plus tôt que prévu. Mais en tout cas, je vais te le souhaiter, honnêtement, je vais nous le souhaiter, Marie-Pierre, que le déconfinement ait lieu, que tout se passe bien, que tout soit contrôlé pour nous permettre justement de voyager à travers notre province cet été, puis justement de pouvoir vibrer, puis laisser notre curiosité s'emporter comme on aime donc le faire. Merci énormément pour ton temps aujourd'hui. C'était tellement intéressant de t'avoir. Puis justement, on a eu ta collègue, puis là, on t'a toi. Fait que je vais m'assurer. Donc, le podcast va être disponible dans 2 semaines. Chers auditeurs, je vous rappelle que il y a un podcast, à chaque semaine. Donc, la semaine prochaine, rendez-vous à un autre invité. Donc, sur ce, Marie-Pierre, je te souhaite une excellente journée. Bon mardi. Puis, prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Bye.